Audio Hub Preview. Bonjour à tous, donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Grégoire Petitjean qui est pharmacien, pharmacologue et qui travaille au laboratoire Cerba et qui va nous parler de l'intérêt des dosages pour l'évaluation de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et en particulier aux phtalates et bisphénol. Oui, merci beaucoup Julie de m'accueillir et puis de me permettre d'intervenir sur ce sujet qui est mon sujet de prédilection depuis maintenant 2-3 ans, effectivement. Donc on va parler de phtalates et bisphénol. Je vais essayer d'aller droit au but pour vraiment se concentrer sur les dosages. Quand même, on va quand même un petit peu rappeler où est-ce qu'on trouve ces molécules-là, qui sont des molécules donc perturbatrices endocriniennes. Alors là, c'est utilisé beaucoup historiquement pour les résines polycarbonates et puis aussi le PVC. Et voilà, en fait, ça va permettre de créer des plastiques qui sont souples et qui ne se rompent pas. Et donc, on en trouve volontiers dans tous les emballages, dans les bouteilles, etc., etc. Et puis, c'est vrai, comme c'est des molécules qui sont assez lipophiles, et ben, on retrouve ça typiquement dans des emballages de produits gras, donc du beurre, de la crème, des viandes préemballées, ce genre de choses. Et puis également, c'est utilisé comme antioxydant en contact avec la nourriture. Donc, du coup, on va trouver ça volontiers dans les canettes, dans les boîtes de conserve ou les bouteilles plastiques ou tout ce qui est article de puriculture. Donc là, je vais penser au biberon, je vais penser à la vaisselle, au couvert, au verre, etc., etc. Vous voyez une petite actualité où là, malgré son interdiction depuis 2015, le bisphénol A, là, il y a 15 groupes agroalimentaires, dont des grands groupes comme Dossi ou Banduel, qui viennent de se faire épingler. Et puis, il y a à peu près 20 millions d'euros d'amendes qui ont été déclenchées sur en fait une stratégie collective de non-communication de la présence de bisphénol A, justement, dans les boîtes de conserve. Et donc, voilà, on se rend compte qu'encore en 2024, on fait encore face à des scandales de ce type-là. On en trouve aussi volontiers dans tout ce qui est encre et puis produits antioxydants qu'on peut mettre ou révélateurs des encres sur tout ce qui est ticket de loterie, ticket de caisse, newspaper, papier toilette, etc., carte de visite, etc., etc. Donc là, il faut faire attention à cette source d'exposition. Et puis, on va en trouver aussi dans des articles de puriculture, des jouets, tout ce qui est électronique, enfin, voilà, plastique au sens large du terme, en fait, hein. Alors, en termes de toxicité, on a quatre grands axes. Ça va être des troubles du système reproducteur en tant que perturbateur endocrinien, hein. Donc, c'est ce qu'on redoute le plus avec les cancers qui peuvent y être associés. Et puis également aussi, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de troubles neurocomportementaux, pardon, et puis également des troubles métaboliques type obésité ou diabète de type 2. Alors maintenant, on va se concentrer un peu sur les dosages. Donc, c'est des molécules qui sont volontiers éliminées par voie urinaire. Et donc, on va aller chercher les métabolites urinaires, hein, qu'on retrouve dans les urines. On fait ça sur chromatographie HPLC et MSMS, chromatographie de masse, sur un prélèvement simple d'urine, quelques millilitres d'urine. On a quand même une stabilité assez importante, 3 mois en conditions congelées, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et puis le prélèvement, il sera fonction de ce qu'on veut mettre en avant, hein. Donc c'est une élimination qui est assez rapide. En quelques jours, on a tout éliminé. Ça veut dire que si vous faites un prélèvement typiquement à la fin du week-end, ça va être le reflet de votre exposition au domicile pendant le week-end. Si vous faites un prélèvement à la fin de la semaine, ça va être à contrario, plutôt le reflet de votre exposition durant la semaine, donc vraisemblablement professionnelle ou scolaire si jamais on parle d'un enfant. Et donc, vous voyez, on propose là deux panels avec 5 bisphénols, que sont les bisphénols les plus importants, le A, qu'on connaît tous, le chef de file, et puis le S et le F, qui remplacent progressivement le bisphénol A dans toutes ces interdictions, hein, puisque ceux-là ne sont pas interdits. Donc, typiquement, dans les tickets de caisse, vous allez retrouver volontiers le S et le F en lieu et place du A, et puis les deux petits derniers, le AF et le AP, qui sont de plus en plus utilisés. Et puis les phtalates, ce sont les métabolites c'est une dizaine de métabolites de 7 molécules par an. De la même manière, c'est les phtalates les plus importants, hein, à la fois par leur niveau de preuve en termes de toxicité, à la fois par le niveau d'exposition, leur utilisation, leur large utilisation. Et puis il faut aussi une certaine sensibilité pour pouvoir les mesurer dans les urines. Les prélèvements peuvent être faits sur n'importe quel type de tube ou de pot, ce qui est plutôt facilitant, en tout cas, sur tous les tubes qu'on utilise typiquement dans les laboratoires de ville. Donc, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. On parle d'un dosage urinaire, hein. Donc au niveau du compte-rendu de résultat, vous aurez un compte-rendu de ce type-là avec un résultat du dosage de chaque molécule elle-même en microgrammes par litre, et puis également ce même résultat rapporté à la créatinine
puisqu'on parle des urines, donc il faut forcément pondérer la créatinine pour éviter les biais de dilution ou de concentration de cette dernière. Et puis, vous allez avoir toutes les mesures les valeurs de référence hein, qui se rapportent aux dernières grandes études nationales, notamment l'étude Esteban 2014-2016, et puis la nouvelle étude Alban qui est en cours de démarrage, qui va nous permettre de préciser un petit peu plus les valeurs de manière un petit peu plus à jour, 2024, puisque 2016, c'est vrai que ça commence à dater un petit peu. Euh, et puis, à la fin du compte rendu, vous aurez des commentaires réflexes qui vont être en fait un commentaire en fonction des résultats de votre exposition et qui vont être adaptés à la fois en termes d'ordre d'importance et à la fois aussi en termes de source d'exposition. Donc, typiquement, si vous êtes exposé à un produit qu'on trouve beaucoup plus dans les cosmétiques, et ben, vous aurez une phrase, un commentaire qui vous dira de faire attention à l'exposition en provenance des cosmétiques. Et puis, vous aurez également deux, trois petits commentaires qui permettent de rassurer un petit peu le patient, parce que ça peut être inquiétant hein, pour certains profils. Et puis, vous aurez aussi un QR code ou une adresse URL qui vous permettra d'arriver sur notre site Internet et d'avoir là la totalité des mesures de prévention qu'on peut prendre et au regard de la totalité des sources d'exposition les plus classiques qu'on pourra retrouver. Voilà, histoire de s'y retrouver avec les résultats individuels qu'on aura sous les yeux. Et puis après, en fonction de la source d'exposition et du type de résultat, si c'est un petit peu compliqué, vous pouvez tout à fait vous en référer à votre biologiste régional ou bien nous appeler même directement au laboratoire Cerba pour avoir peut-être un petit peu plus de précision sur la source d'exposition si vous n'avez pas réussi vous-même ou avec votre médecin ou le biologiste local à réussir à faire ça. Et là, dans ce cas, on peut vous proposer effectivement un questionnaire d'orientation qui va permettre d'orienter un petit peu plus éventuellement des écueils, des problèmes que vous auriez dans votre appréhension du quotidien, dans votre utilisation de certains produits ou dans votre consommation de certains produits, et ben, ce questionnaire peut permettre de mettre le doigt justement sur un problème. Typiquement, si vous me dites dans le questionnaire que vous réchauffez votre Tupperware au micro-ondes ou que vous avez une bouilloire en plastique ou ce genre de choses, ça va être un signal d'alarme pour moi et ça va me permettre de préciser un petit peu plus les sources d'exposition au regard des résultats qu'on aura déjà de chacun de ces dosages. Alors là, vous voyez un petit peu, c'est un exemple sur 1600 dosages. Vous voyez chacune des molécules en abscisse et puis en ordonnée le pourcentage de positifs dans ces 1600 échantillons. Et ben, vous voyez que pour la quasi-totalité des molécules, vous avez entre 30 et 90% des échantillons qui sont positifs, donc qui sont quantifiables au-dessus de notre limite de quantification. Et s'il fallait vraiment se concentrer sur toutes les concentrations qui sont, à mon sens, problématiques, qui sont très élevées et qui doivent, à mon sens, donner lieu à la mise en place de mesures de prévention individuelles, là, on parle d'à peu près 6% de tous les échantillons, ce qui est vraiment pas négligeable. Et sachant que je me suis fixé des seuils qui sont quand même extrêmement indulgents et qu'à mon sens, on est plus sur du 10 à 20% que 6%. Ça vous montre la pertinence de la recherche de cette exposition par le biais des dosages. Quelques petites actualités qui sont intéressantes. On se rend compte que, bah, alors, il y a Santé publique France, pardon, Santé publique France qui est en train de refondre un peu son dispositif de surveillance et qui est en train de mettre des nouveaux indicateurs, notamment suite à l'étude PEPS-PE qui a été lancée en 2021. Et de plus en plus, on va vers des nouvelles applications qui vont permettre, comme Yuka, un peu de scanner les différents produits, d'avoir des informations sur la présence de perturbateurs endocriniens, mais également des étiquettes qui vont obliger à justement préciser la présence de ces perturbateurs endocriniens dans le produit. Également, vous voyez que le Parlement européen s'est prononcé sur l'interdiction totale cette fois, plutôt que de mettre des seuils d'autorisation. Là, c'est l'interdiction totale de certaines substances chimiques, dont certains bisphénols et phtalates, dans l'utilisation à visée de la puriculture, hein, donc tous les enfants moins de 3 ans, que ce soit les jouets ou les articles de puriculture comme on en a discuté déjà tout à l'heure. Et puis de la même manière, il va y avoir des pictogrammes qui vont être mis en place pour les femmes enceintes, qui vont, bah voilà, alors est-ce que ce sera celui-là ou un autre, peu importe, mais voilà, ça va vous permettre d'identifier en un seul coup d'œil, si vous êtes enceinte, un produit qui potentiellement va contenir des perturbateurs endocriniens parfaitement indésirables pour vous, et donc un produit dont il faudra s'écarter. Et de la même manière, vous avez peut-être entendu parler des gros problèmes de contamination par les nanoparticules et historiquement microparticules, on le savait déjà, mais dernièrement, on s'est rendu compte que dans chaque litre d'eau, eh ben, il y avait de l'ordre d'un quart de milliard de nanoparticules présentes. Et on sait, je vous ai remis une petite publication, là, on sait, notamment chez la souris, tous les troubles de comportement et les troubles inflammatoires que peuvent provoquer justement ces nanoparticules de plastique.
sachant qu'on n'a pas le recul nécessaire pour savoir si ça n'impacte pas au niveau nucléaire, au niveau de l'ADN, au niveau de la genèse de potentiels cancers. Je ne serais pas étonné qu'effectivement ce soit le cas. Et puis, une dernière petite actualité intéressante, au niveau de la métropole de Lyon, vous avez 12 nouvelles communes qui se sont engagées justement dans cette lutte contre les perturbateurs endocriniens et que je trouve très intéressante parce que c'est une lutte qui à la fois implique les communes elles-mêmes, mais aussi les industriels en fait qui sont impliqués dans ce processus. Et donc avec une double cible, les usages de produits phytosanitaires et puis l'usage industriel et les conditionnements dont on a parlé avant. Donc c'est voilà, c'est une dynamique très favorable et j'espère que le gouvernement prendra à bras-le-corps le problème et puis déploiera cette dynamique à l'échelle nationale et même à l'échelle européenne et mondiale. Ça devient impératif. Voilà ce que je peux vous dire sur les dosages, sur les perturbateurs endocriniens. Super, hein. Est-ce que je peux, comme on a été ultra efficace, me permettre des deux petites questions? C'était, est-ce que vous conseillez des moments particuliers? À quel moment on peut avoir à faire doser ces perturbateurs? Est-ce qu'il y a Ouais, des... très bonne question. Alors là, globalement, on est volontiers un peu plus exposé au domicile, pardon, au bureau ou à l'école, mais le problème, c'est c'est pas quelque chose de très actionnable. Et puis les différences, c'est pas non plus majeur. Par contre, là où on peut vraiment agir, c'est au niveau de l'exposition domestique. Et chacun, individuellement, on peut agir sur notre environnement et sur notre mode de consommation. Donc vraiment, je me focaliserai là-dessus et j'ai moi-même fait des dosages à titre personnel et je me suis aussi focalisé là-dessus. Ça va être vraiment dosé le dimanche soir et ce sera alors en essayant de rester sur un dimanche classique, en restant chez soi, en vivant normalement comme on a l'habitude de le faire. Et puis en faisant un dosage le dimanche soir, on met l'urine dans un petit pot qu'on a prévu avant et puis on met l'urine au frigo, on le rapporte dans les 72 heures qui suivent au laboratoire de proximité et c'est parfait et ça permettra de mettre en avant cette exposition domestique et de voir si on peut effectivement agir pour la réduire si jamais elle s'avère un petit peu trop élevée. Et est-ce que c'est indiqué, enfin indiqué, en tous les cas, on pourrait le proposer nous devant certaines pathologies ou pour des patients particulièrement intéressés ou des patients infertiles? Est-ce qu'il y a une cible comme ça de patients Par contre, je vois deux cibles qui peuvent être effectivement directement liées et corrélées. Ça va être les troubles neurocomportementaux. Où là, eh ben, face à un enfant hyperactif, face à un enfant qui a des troubles du sommeil à 2 ans, 3 ans, face à un enfant qui a des troubles d'apprentissage, qui a un QI étonnamment enfin, où on se demande s'il n'y a pas un problème de retard intellectuel, on peut tout à fait être amené à faire ces dosages-là. Et moi, je m'attends. Il y a pas mal de publics qui sont sortis dernièrement au niveau des souris et des rats, même si je sais que c'est pas toujours parfaitement transposable à l'être humain quand même, qui ont tendance à montrer que les troubles neurocomportementaux ont un lien direct avec les formes réactives de l'oxygène et avec l'état inflammatoire et seraient potentiellement directement réversibles en cas d'arrêt de l'exposition. Donc c'est en ça que je m'attends à effectivement cette réversibilité et à l'intérêt d'un dosage directement suite à des troubles cliniques. Et le deuxième, ce serait effectivement l'infertilité. Alors, je sais très bien que c'est quelque chose de multifactoriel, comme un cancer peut l'être. Maintenant, on a réussi à trouver des corrélations parfaitement directes entre la fertilité masculine, féminine, les fausses couches et plein d'autres problèmes autour de la grossesse. Et donc, de la même manière, je m'attends à ce qu'un couple infertile puisse avoir un lien direct avec leur exposition aux perturbateurs endocriniens et qu'on puisse escompter une certaine réversibilité de cet effet toxique. Donc, je pense que c'est vraiment voilà, les deux cibles privilégiés. Ok. Et en pratique, si moi je veux proposer à une femme en consultation de faire un dosage, elle peut aller dans n'importe quel laboratoire. Alors la Cerballiance qui enverra au laboratoire Cerba ou comment? Oui, tout à fait. Alors, déjà, quelque chose que je n'ai pas précisé, ça ne nécessite absolument pas une ordonnance ni une prescription médicale. Vous pouvez tout à fait vous le faire prescrire par votre médecin, par votre gynéco, par votre médecin généraliste, peu importe. Vous pouvez aussi vous rendre directement sans ordonnance au laboratoire. Ce ne sera pas plus cher, pas moins cher. Malheureusement, c'est pas quelque chose qui est encore remboursé, puisque pas encore dans les recommandations nationales. Ça le sera, j'espère, un jour. Mais du coup, vous pouvez donc vous rendre dans n'importe quel laboratoire, effectivement, du groupe Cerba. Donc, c'est le laboratoire Cerballiance, un laboratoire de ville où là, absolument tous les préleveurs et puis secrétaires ont été formés à l'existence de ces panels et aux réponses aux questions les plus classiques pour les patients. Et puis aussi, où on a monté un sorte de réseau de maillage national où tous les biologistes, il y a un biologiste référent par région et par CELAS de laboratoire pour pouvoir, pareil, répondre le plus rapidement possible et puis avoir cette proximité du patient. Donc voilà, effectivement, voilà, vous pouvez aller dans n'importe quel laboratoire Cerba. Et alors, dernière question, une idée enfin, du coût?
Oui, donc le coût, il est donc de 69 euros par panel, hein, donc ça fait 138 euros pour les deux panels. C'est vrai que si on a une surexposition, on va prendre des mesures de prévention individuelles qu'on va mettre en place. Et puis en général, on va refaire un contrôle derrière. Donc vraisemblablement, faudra compter deux fois ce dosage. Parfois, on ne redosera qu'un des deux panels en fonction de l'exposition, en fonction du profil, et pas les deux. Mais globalement, voilà, on est sur ce tarif-là. Et puis c'est donc hors nomenclature, hein, donc toujours pas remboursé pour le moment. Ok. Bon, bah super, c'est très clair. Merci Voilà. beaucoup. Eh ben, merci à vous, c'était un grand plaisir. Et puis à très bientôt, j'espère. Audio Hub